Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo à laquelle je pense depuis des mois. Ça fait très longtemps que j'y pense, ça fait aussi très longtemps que je n'ai pas publié de contenu sur cette chaîne et c'était aussi pour préparer cette vidéo puisque oui, ça m'a demandé de la préparation, c'est une vidéo thématique. Il s'agit donc d'une vidéo sur l'un de mes auteurs préférés, sans doute l'un des rares auteurs dont je veux lire toute l'œuvre, littéralement il me fascine et il s'agit d'Émile Zola. Donc Émile Zola qui est un immense journaliste et écrivain français qui a bouleversé le 19e siècle, tant par ses engagements politiques, ses prises de position notamment dans l'affaire Dreyfus, on en reparlera après, mais aussi pour son projet littéraire et son mouvement littéraire, celui du naturalisme. Il est littéralement le chef de file du naturalisme. Et lui-même le définissait à l'époque comme devant être un engagement quotidien, des prises de position face à tous ces problèmes. Pour lui, c'était ça le naturalisme. Et tout de suite, avec sa définition du naturalisme, son projet littéraire et les Rougon-Macquart, tout de suite, ça fait sens puisque c'est littéralement ce qu'il a fait. Il a dépeint tout ce qui se passait à son époque, tout ce qui s'est passé dans le siècle dans lequel il a vécu. Dans cette vidéo, rapidement, je vais vous présenter la vie de façon très succincte, on va dire, de Zola, un petit peu son œuvre, et bien sûr après j'évoquerai ce qui me plaît tant chez cet auteur, pourquoi, comment je l'ai rencontré déjà, ce que j'ai lu de lui, ce que j'ai aimé, et pourquoi cet amour littéraire. Émile Zola, de son nom complet Émile Édouard Charles-Antoine Zola, naît le 2 avril 1840 à Paris. Il naît de l'union d'un père italien, vénitien plus précisément, François Zola, qui était ingénieur, et d'une mère beauceronne, Émilie Zola. 3 ans après sa naissance, lors de l'année 1843, la famille Zola se voit contrainte de quitter la capitale pour s'installer à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, ville où l'écrivain va passer toute son enfance et même son adolescence, puisqu'il y restera jusqu'au baccalauréat. Ce départ pour Aix-en-Provence, il s'explique simplement par le poste qu'occupait le père de Zola. Étant ingénieur, il a été amené à diriger les travaux de construction d'un barrage de retenue d'eau et c'était aux alentours d'Aix-en-Provence. C'est d'ailleurs en dirigeant ces travaux sur le chantier que le père de l'écrivain va développer une pneumonie et lorsque Émile Zola a 7 ans, il va perdre son père à la suite des complications de cette pneumonie. Alors la perte de ce père va littéralement bouleverser l'enfance de Zola, elle va marquer un réel tournant pour la famille, puisque sans le père, un besoin matériel se fait rapidement sentir, il laisse derrière lui un fils orphelin, mais aussi une veuve qui est sans emploi et qui doit élever un fils toute seule. Zola va être très marqué par cette pauvreté durant son enfance, cependant son enfance elle va quand même être enrichie, notamment par son amitié avec le célèbre peintre Paul Cézanne, qu'il va donc fréquenter toute son enfance à Aix. Finalement, il va rejoindre la capitale avec sa maman après avoir échoué au baccalauréat en 1859. Ce retour à Paris, il va être très important parce que, bien que Zola arrête totalement les études et vit sans emploi, 3 ans après son arrivée à Paris, donc en 1862, cette année-là, il va connaître un réel changement du sort, un coup du destin, puisque tout d'abord il va obtenir un premier emploi, un emploi subalterne dans la célèbre maison Hachette, dans laquelle il va avoir de nombreuses opportunités après, on en parlera. Et puis en octobre de cette même année, il est naturalisé français. Donc chez Hachette, il va gravir rapidement les échelons et même finir à la tête de la direction du service publicité. Alors, c'est une évolution qui n'est quand même pas des moindres pour quelqu'un qui n'est en plus pas diplômé du baccalauréat. En 1864, il va publier ses premiers textes, notamment Les Contes à Ninon, puis un an après son premier roman, son premier vrai roman, La Confession de Claude. Dès 1866, il prend déjà la plume dans des journaux très en vogue à son époque, notamment dans l'Événement. Il va avoir un article dans le Figaro, la Tribune, le Gaulois, le Rappel ou encore même la Cloche. Dans ses premiers articles, on retrouve vraiment son projet qu'il avait pour la littérature, à savoir
appliquer une méthode très rigoureuse comme pour un projet scientifique. Et ça, il le fait déjà dans ses articles. Aussi dans ses articles, il adopte des postures plus critiques, notamment critiques littéraires, mais aussi critiques artistiques. D'ailleurs, on découvre dans un de ses articles qu'il voue une admiration folle pour le réalisme du peintre Édouard Manet. En 1867, il publie son célèbre roman Thérèse Raquin et, alors sans prendre le parti d'évoquer un quelconque naturalisme, il utilisera ce terme bien plus tard, il dresse une première esquisse de l'arbre généalogique des Rougon-Macquart. Et dès l'année 1867, il commence à se fasciner pour les modèles biologiques, les phénomènes d'hérédité et toute cette thématique qui reviendra donc sur son projet des Rougon-Macquart. Dès 1868, donc un an après l'apparition de Thérèse Raquin, il conçoit la série des Rougon-Macquart. Seulement, il ne lancera sa publication qu'après la chute de Napoléon III et après son mariage avec son épouse Alexandrine Mellet en 1870. Alors, pour faire une brève présentation à ceux qui ignoreraient ce qu'est le cycle des Rougon-Macquart, il s'agit du plus grand projet romanesque d'Émile Zola, comme l'a fait Honoré de Balzac avec la Comédie humaine. Ici, Zola, à travers 20 volumes différents, nous dépeint de la façon la plus juste possible. Il va dresser le portrait et l'histoire naturelle et sociale d'une famille qui vit sous le Second Empire. Dans la globalité de son œuvre, on sent une forte importance de la généalogie, des liens de l'hérédité, et bien sûr, chaque volume a pour but de cibler un des grands problèmes que vit son époque. Donc chaque volume va... Zola ne mâche pas ses mots dans son œuvre et il va cibler un petit peu et piquer tout ce qui lui déplaît et tout ce qu'il trouve injuste. Il parle notamment de la Sainte Église, mais aussi de la grande bourgeoisie et de ces grands commerçants qui émergent en écrasant les autres petits commerces. Il parle bien sûr de politique, et même de ces personnages, de ces personnalités politiques toujours plus avides de pouvoir qui n'en ont jamais assez. Et donc chaque volume va connaître son lot de critiques, de controverses et de scandales. Mais c'est ce qui permettra aussi à Zola de connaître un certain succès. C'est donc en 1871 que sort le premier volume de la série, à savoir La Fortune des Rougon. Alors je dis sort, mais bien sûr à l'époque, les romans sortaient sous forme de feuilletons, donc dans les journaux, et c'est comme ça que ça se passait. À la suite de La Fortune des Rougon, l'année suivante, le volume 2 paraît, donc La Curée, et puis ça s'enchaîne. Donc on a Le Ventre de Paris, La Conquête de Plassans, La Faute de l'abbé Mouret, Son Excellence Eugène Rougon, le 7e tome qui est très connu, L'Assommoir, puis Une page d'amour, Nana, qui connaît pareil un scandale fulgurant, Pobouille, le 10e tome, Au bonheur des dames, suivi de La joie de vivre, Germinal, L'œuvre, La terre, Le rêve, La bête humaine, L'argent, puis La débâcle, et pour finir avec le 20e volume, Le docteur Pascal. Donc en plus de cette fresque littéraire phénoménale, Émile Zola est très très célèbre aussi pour son texte J'accuse. Vous en avez sûrement entendu parler. Ce texte J'accuse, il reflète complètement son fervent combat pour la justice et la vérité lors bien sûr de l'affaire Dreyfus, affaire qui a bouleversé la France durant la Troisième République. Il faut savoir que durant ces dernières années, Zola a proposé sa candidature à l'Académie française 19 fois. Donc entre 1890 et 1898, il a proposé 19 fois sa candidature sans jamais être élu. Ce qui est quand même un comble quand on connaît aujourd'hui le culte littéraire qu'on voue à Émile Zola. Mais voilà, il n'a jamais été élu et durant ces mêmes années, il va voir naître deux de ses enfants, Denise en 1889 et Jacques en 1891, qui sont des enfants, malheureusement, pour eux en tout cas, hors mariage, puisqu'ils naissent d'une liaison que l'écrivain a avec Jeanne Rosereau, qui était une lingère au service de sa femme Alexandrine. Terrible, cruel destin, vraiment, ça m'a dégoûtée de l'écrivain d'apprendre ça en faisant le travail de recherche. Cependant,
Je trouve personnellement le fait que la fille de Zola se prénomme Denise très symbolique, je trouve ça très beau parce qu'il donne à son premier enfant donc le nom du personnage principal du seul volume des Rougon-Macquart qui connaît une fin heureuse, à savoir Au bonheur des dames. Étant moi-même une fervente admiratrice de la Denise de 1883, donc de la Denise fictive, je suis persuadée qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence et l'idée me plaît en fait de penser qu'Émile Zola a nommé sa fille avec un prénom d'un personnage fictif qui connaît une fin heureuse. Voilà. Pour terminer cette biographie express, on va évoquer la mort de Zola et sur la mort de Zola, il plane quand même un certain mystère parce que on n'a jamais su s'il s'agissait véritablement d'un accident. C'est-à-dire que donc, dans la nuit du 28 au 29 septembre 1902, Zola a été asphyxié en inhalant un gaz toxique chez lui à Paris. Et nombreux restent convaincus que la cheminée a été obstruée volontairement. Et bien sûr, Zola, on sait qu'il n'avait pas que des amis, notamment avec ses combats politiques. Et beaucoup pensent qu'un anti-Dreyfusard aurait donc assassiné Zola en obstruant cette cheminée. En tout cas, assassiné ou pas, l'écrivain connaît des obsèques grandioses et ses restes sont transférés au Panthéon quelques années après son décès, le 4 juin 1908. Voilà, dès à présent, je vais vous raconter un petit peu mon histoire avec Zola. Je ne vais pas m'étaler énormément là-dessus, mais en fait, le premier ouvrage que j'ai lu de Zola, c'était dans un cadre scolaire, c'était Thérèse Raquin. Et j'ai absolument détesté. Je ne sais pas si c'est le cadre scolaire qui a fait ça ou si j'étais peut-être pas assez mature, peut-être pas assez prête pour Thérèse Raquin. Après, voilà, ça me semblait tellement triste et morose en fait, le destin de Thérèse Raquin. Moi, j'ai été écœurée en fait, limite, ça m'a... Voilà. Et il se trouve qu'à cette époque, en seconde, je commençais tout juste à m'intéresser aux livres, à la littérature, je lisais de plus en plus. Et j'ai été presque piquée, vexée de ne pas apprécier Zola, puisque c'est un grand nom de la littérature et pour beaucoup, voilà, il y a un grand nombre de personnes dont les livres préférés sont de Zola. Et justement, moi aussi, je voulais cette claque littéraire avec Zola. Donc j'ai voulu prendre un peu ma revanche et j'ai emprunté pendant le premier confinement Au bonheur des dames. Et là ça a été une fulgurance. J'ai adoré Au bonheur des dames. En plus, bon, mon jeune âge aussi a fait que c'était vraiment le tome qui tombait bien puisque c'est le volume des Rougon-Macquart qui se finit le mieux. Il y a une romance, enfin une romance non parce que... à la fois oui et non, mais une histoire d'amour en tout cas naissante qui est au cœur du roman, donc c'était vraiment parfait pour l'ado que j'étais et vraiment j'ai adoré. Et c'est ce volume des Rougon-Macquart qui m'a persuadée vraiment qu'il fallait que je lise d'autres choses de Zola, donc j'ai un petit peu enchaîné les ouvrages. L'Assommoir, La bête humaine, La curée. J'ai lu au total 15 volumes des Rougon-Macquart sur les 20. Pour vous faire le petit topo, du coup il me reste à lire Son Excellence Eugène Rougon, Une page d'amour, L'argent, La débâcle et Le docteur Pascal. Voilà, sinon j'ai lu tout le reste et nombreux de ces ouvrages ont été de réels coups de cœur. Également de Zola, j'ai lu bien sûr son texte J'accuse, enfin en tout cas j'avais lu une édition, ça devait être une édition Librio, qui regroupait un petit peu tous les textes autour de l'affaire. C'était très intéressant. Après voilà, c'était plus pour ma culture générale que vraiment pour l'aspect lettres, puisque voilà, c'est très différent des romans de Zola, mais voilà un petit peu ce que j'ai lu de lui. Et maintenant, à présent, je vais vous expliquer un petit peu ce qui me fascine tant dans ses œuvres, ce que j'aime vraiment chez lui. Moi, j'adore par-dessus tout chez Zola la psychologie des personnages. Je trouve que ces personnages sont tellement vraisemblables, humains, et ils sont tellement proches de la réalité, tant dans leurs vices que dans leur... Enfin, certains sont vraiment très cruels, mais d'autres aussi, on ne peut être qu'empathique face à certains destins. Et c'est assez fascinant. Et en parlant de vices aussi, je trouve que Zola fait extrêmement bien. Enfin, moi,
les méchants entre guillemets, les personnes détestables dans les romans de Zola. Moi c'est souvent les personnages qui me fascinent le plus. Après on peut aussi parler de la folie, la façon dont il dépeint la folie, la façon dont ça monte en tension souvent quand ces personnages connaissent une descente. Enfin d'ailleurs c'est souvent le cas, hein. Très franchement là je suis en train un peu de me remémorer tous les tomes que j'ai lus, mais très souvent les personnages de Zola finissent par périr dans d'atroces souffrances. Et donc Zola fait très bien ça, vraiment la folie chez Zola c'est phénoménal à lire. Et là tout de suite je pense à Marthe dans La Conquête de Plassans. Je trouve ça génialement, enfin c'est génial en fait à lire, alors c'est malheureux pour Marthe, hein, mais dans ce roman là vraiment la folie de Marthe est incroyable à lire, à découvrir, et Zola fait ça très très bien. Également chez Zola, toujours en parlant des personnages, moi j'aime beaucoup les personnages que Zola met en scène, les personnages féminins, parce que pour des ouvrages qui sont publiés en feuilleton au 19e siècle, c'est quand même assez moderniste, et il est... Alors, Zola n'est pas féministe, enfin pour moi en tout cas il ne l'est pas, à partir du moment où il a trompé sa femme, je ne veux pas croire qu'il est féministe, mais il est quand même, il a une vision moderne de la femme, puisqu'il a des personnages, il développe des personnages féminins qui changent, qui cassent les codes, qui osent, notamment que ce soit aussi bien dans Nana, mais des femmes aussi très modernes qui vont être un peu plus masculines, qui vont tromper leur mari. Là je pense bien sûr à Renée, mais il y a aussi voilà, Catherine qui est très forte dans Germinal. Vraiment les femmes qu'il dépeint ont des forces de caractère, ont des forces dans leur combat. Vraiment je trouve que, en tout cas, j'ai toujours eu un personnage féminin auquel me référer et que j'admirais dans chacun de ses romans. Même Albine, là dernièrement, le dernier tome que j'ai lu c'est La faute de l'abbé Mouret, et même Albine m'a fascinée en fait. Pourtant au premier abord elle est insignifiante, voire quand on lit juste le résumé et la préface on a l'impression que c'est juste quelqu'un de vulgaire, mais non, loin de là en fait. C'est pas parce que l'abbé Mouret s'éprend d'elle qu'elle est fautive, bien au contraire. Et Albine, oui, c'est aussi tout ce rêve avec le paradis, avec la nature, l'importance de la nature, parce que il faut savoir que La faute de l'abbé Mouret, Zola a écrit ça un petit peu comme une réécriture d'Adam et Ève. Bon, il a fait ça brillamment, bref, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Je ne voulais pas m'étaler sur La faute de l'abbé Mouret parce que j'en parlerai un petit peu plus dans un update lecture, mais toujours pour parler de ce qui me plaît dans son œuvre. J'ai parlé bien sûr des personnages, mais il y a aussi quelque chose de très fort et qui fait toute l'atmosphère des romans, c'est les descriptions que fait Zola, que ce soit dans les campagnes ou dans les mines de Germinal, ou dans les campagnes de la joie de vivre, de la terre, ou bien dans le Paris mondain, que ce soit Au bonheur des dames ou même dans le ventre de Paris. Je trouve ces descriptions fabuleuses. Elles sont presque cinématographique, presque olfactive, parfois dans le ventre de Paris, littéralement quand il décrit les étals des grandes halles, mais on y est, on sent tout, et c'est juste fabuleux parce que on a l'impression de visualiser une peinture. Alors je vous épargne parce que ce que je dis ici est totalement incompréhensible, mais je tentais de m'exprimer sur le lien que je faisais en fait avec les descriptions de Zola et son amour et son attachement pour la peinture, pour le réalisme et pour les premiers impressionnistes. L'art pour lui a une grande importance, on l'a vu tout à l'heure dans la biographie puisqu'il a d'abord été critique d'art aussi, et il a tissé de grandes relations avec certains peintres de son époque. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous n'avez pas encore compris mon point de vue sur Zola, voilà. Actuellement, si vous n'avez pas lu un seul de ses romans, en particulier Les Rougon-Macquart, je vous recommande vivement d'en lire au moins un. Alors oui, ce sont des lectures quand même assez denses, elles demandent une certaine concentration, c'est pas la petite lecture qu'on va lire dans le bus très clairement.
Moi-même, c'est des ouvrages souvent qui me tiennent parfois plusieurs semaines, puisqu'au-delà du nombre de pages, voilà, c'est des choses denses, il faut être dedans, il y a quand même une qualité de langue qui demande d'être avertie et concentrée tout simplement. Mais sincèrement, ces ouvrages en valent la peine, et ne serait-ce que pour la leçon historique qu'on peut en tirer, ils valent le coup, quoi. Donc je ne peux que vous recommander. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, vraiment. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, n'hésitez pas à le faire d'ailleurs si ce n'est pas le cas. C'est juste fantastique de voir la communauté grossir, même là je sais que j'ai vraiment pas été active, mais ne vous inquiétez pas, dans les semaines à venir ce sera vraiment pas le cas. Mais ça fait toujours plaisir de voir que des gens suivent le contenu que je fais et attendent un petit peu, enfin ça me met un petit enjeu derrière et ça me pousse à produire des petites choses, sans pression bien sûr. Mais voilà, très prochainement j'ai de chouettes vidéos qui arrivent, j'ai plein d'idées. Il y a notamment un update lecture parce que ça fait juste des mois que j'en ai pas fait, enfin des semaines plutôt. Également un book haul, et j'ai plein de vidéos thématiques auxquelles je réfléchis pour la période estivale, et j'ai hâte de vous parler de tout ça, de travailler dessus, et ça va être merveilleux. Je me devais également ici de mentionner mes sources très rapidement. Je me suis servie uniquement du site larousse.fr. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.